On va attendre quelques minutes quand même. Nous, au Mans, on appelle ça le cadre sartois, mais je suppose qu'il doit y avoir le même terme dans tous les départements. Violaine, bonjour Violaine. Voilà. Bonjour. Monsieur ou Madame Boudot, je ne connais pas. Amandine, qui est des Hauts-de-France. Donc ce matin, il y a une vingtaine de personnes qui se sont inscrites et 5 ou 6 qui ont dit qu'elles essaieraient de venir. Donc pour les habitués, Jean-François et Isabelle sont en formation aujourd'hui sur un domaine passionnant qui est celui de la comptabilité, hein, pour les associations bien sûr, mais Jean-Baptiste nous rejoindra, j'ai dit Jean-François, Jean-Baptiste nous rejoindra vers 10h, enfin pour la discussion, hein. Il va se libérer vers 9h30 normalement. Raquel est à Lyon, tiens, ben, il y a 2 ans, je crois, j'avais été invité à l'Alternative Bar, hein, j'avais animé une soirée à l'Alternative Bar. J'ai bien envie d'y retourner. C'était sympa. Ouais. Je propose, Marianne, on commence. On attend peut-être quelques minutes. une ou 2 minutes, parce que normalement on est un peu plus, donc on va attendre encore une 2 minutes. Il est 2. Donc je rappelle pour les personnes qui sont là que au CAC, maintenant, on a 2 rendez-vous mensuels qui sont assez fixes. On a ce qu'on appelle le CAC Accueil qui a lieu le dernier mardi du mois entre 12h30 et 13h30, qui est juste pour présenter en 1 heure chrono le CAC. Alors on présente en 20 minutes et on a 40 minutes d'échange sur qui sont les personnes, qui on est, ce qu'on fait localement, etc. Et ça, c'est pour accueillir les nouveaux adhérents ou les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion ou qui veulent mieux comprendre ce qu'est le CAC, parce que même nous, on a un petit peu de mal des fois à comprendre qui on est. Et puis, on a donc ce rendez-vous du cours café à l'heure où on peut prendre le café. D'ailleurs, j'ai oublié le mien, mais qui permet de pointer un sujet d'actualité dont on a envie, on a besoin de discuter ensemble, on a besoin et envie d'avoir de l'information, mieux comprendre de quoi on parle et aussi mieux comprendre l'actualité, des fois de certains réseaux, des choses importantes qui vont se passer, des sujets d'actualité. Donc ce CAC Café, il est donc mensuel tous les derniers jeudis du mois. Ça doit être ça. Le dernier mardi du mois, pardon. Et, à cette heure-là, donc vous pouvez toujours trouver sur le site du CAC les thèmes des prochains CAC Café. Voilà, Grégory, qui est là, qui nous a rejoint. Je propose que l'on commence. Hein, oui. donc, moi, je vais juste faire un petit accueil parce que c'est Marianne qui va plutôt animer la rencontre avec où Florent et Raquel, qui sont membres d'Alternativa, hein, sont venus aussi pour nous faire part de l'actualité d'Alternativa, entre autres autour de ce qui s'est passé à Poitiers. Et donc, cette idée de ce qu'est la désobéissance civile. Donc je souhaite bonjour à tout le monde. Vous verrez que sur le Big Blue Button, il y a un outil qui est un outil libre. Hein, il y a un outil qui s'appelle discussion publique. Et donc on propose, si vous souhaitez poser des questions, intervenir, etc., on aura le temps vraiment de vous redonner la parole. Et vous pouvez, dans cet outil, mettre quelques indications. J'ai suggéré que chacun se présente en disant d'où il venait pour qu'on voit un petit peu la cartographie des personnes présentes. Hein. Mais n'hésitez pas aussi à nous mettre un petit point d'humeur, d'actualité, une indication, voilà, quelque chose que vous auriez envie de dire, parce que d'habitude on est une quinzaine, on risque d'être plus nombreux aujourd'hui. Et puis voilà, c'est toujours très très long de faire un tour de table. Donc Marianne tout à l'heure vous dira aussi les modalités pour voilà, hein, comment on peut se présenter au cours de la discussion et du débat. Voilà, donc Marianne,
donc bienvenue à tout le monde et Marianne, je te donne la parole. Juste un instant, je vais commencer l'enregistrement. Donc, Non, c'est D'accord, pas encore tout de suite. non, non, mais Olivier. je voulais juste prévenir les gens que le débat allait être enregistré, par principe. Ok, d'accord. Bon, bienvenue à tous. Donc, Marianne, je suis une des salariées du CAC. Et donc, là, ce matin, donc on va faire pas tout à fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'effectivement, comme a dit Gilles, vous pouvez mettre dans la discussion publique votre préoccupation du moment. Et puis, on va démarrer assez rapidement le débat, le quart d'heure d'infos que Raquel et Florent vont mener sur l'actualité d'Alternativa et notamment la question d'une des premières conséquences de la mise en place du contrat d'engagement républicain qu'on a vu arriver à Poitiers de manière extrêmement forte puisque le préfet a proposé, a demandé à ce qu'on retire la subvention d'Alternativa Poitiers pour avoir un atelier de désobéissance civile lors de son village des alternatives. Donc c'est un exemple extrêmement marquant de la mise en place du contrat d'engagement républicain et on avait envie de proposer au CAC ah, une Gilles. on vient de perdre ta voix là, attention, on avait perdu le son. Ah, vous m'entendez là? Là c'est bon. Ok. Voilà, donc on voulait se poser la question de qu'est-ce que c'était que la désobéissance civile, son histoire un peu, et surtout, est-ce que cette pratique reste légitime aujourd'hui en France? Voilà, donc on va demander à Florent et Raquel de nous présenter ce sujet pendant un quart d'heure, et puis ensuite on aura un temps de débat, d'échange sur ces questions-là. Et puis, on finira ensuite, si on a encore le temps, par un moment d'échange sur une découverte du mois, sur quelque chose que vous avez vu, lu, entendu et que vous avez envie de partager aux autres. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est que pendant le temps du débat, puisqu'on n'a pas fait de tour de table, chaque fois que vous prenez la parole, de prendre quelques mots pour présenter qui vous êtes et d'où vous parlez. Voilà, donc je vais laisser la place à Florent et Raquel pour leur temps de présentation. Voilà, merci beaucoup d'être venus nous raconter, nous expliquer la situation, Florent et Raquel. À vous la parole. Ouais, merci Marianne et bonjour à tous et toutes. Juste pour que ça se passe bien, je pense qu'on t'a perdu Marianne au niveau son un moment parce qu'il y a d'autres micros qui sont allumés et du coup ça fait des interférences. Donc si tout le monde peut prendre soin de bien couper son micro en bas, c'est chouette. Merci beaucoup. Et donc avec Raquel, en effet, on va vous présenter un peu nos actualités. Et avant ça, en fait, donc la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelle légitimité pour la désobéissance civile en France? Et il nous semblait intéressant avant de parler de ça, d'avoir tous la même définition, on va dire, de ce qu'on appelle désobéissance civile. Du coup, moi, je vais commencer par vous expliquer historiquement un peu ce que c'est la désobéissance civile rapidement, donc d'où ça vient, pour aussi appuyer une certaine légitimité du côté historique. Et ensuite, Raquel reviendra plus sur ce qu'on fait chez Alternativa et ANV COP21, et tout ça en essayant du coup d'amener un peu des concepts clés qui sont importants dans la désobéissance civile, euh, pour terminer du coup sur le cas de Poitiers, de Alternativa Poitiers, que Raquel vous expliquera. Voilà, donc ça, on va essayer de faire ça, tenir ça en 15 minutes et ensuite on pourra avoir des questions. Et donc si c'est bon, je commence. Donc pour faire ce travail, moi je me suis demandé déjà quelle était la définition de la désobéissance civile, juste pour repartir de quelque chose de concret, et je suis allé voir sur Wikipédia, parce que j'avais jamais fait ce travail-là. Et donc la désobéissance civile, c'est défini comme le refus assumé et public de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir jugé inique par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique.
Donc ça, c'est la définition de base que moi, je vais étayer un peu par des exemples historiques. Et les 6 éléments qui sont donnés sur Wikipédia sur qu'est-ce que c'est la désobéissance civile. Il y a une infraction consciente et intentionnelle, un acte public, un mouvement à vocation collective, une action pacifique. Alors sur ce terme pacifique, Raquel reviendra dessus, mais nous, on n'est pas tout à fait à l'aise de l'employer. La modification d'une règle comme but et au nom de principes supérieurs. Donc voilà un peu les éléments de la désobéissance civile. Et donc, pour remonter dans l'histoire, on identifie un peu pas un des fondateurs, mais une des personnes qui pose le terme désobéissance civile et son concept comme étant Henry David Thoreau, qui est un Américain, qui va au milieu du 19e siècle faire la grève des impôts pendant plusieurs années pour dénoncer le fait que le gouvernement américain est impliqué dans la guerre au Mexique. Et lui, ce qu'il dit, c'est moi, je n'ai pas envie que mon argent serve à financer une guerre. Et donc, je refuse de payer mes impôts. Il fera un peu de prison pour ça. Et 2 citations qui permettent de comprendre un peu l'état d'esprit de la désobéissance civile. Lui, il dit « Si ma conscience est en désaccord avec une loi dont il est clair qu'elle est contraire à la justice, c'est bien cette conscience que je dois obéir et non à la loi. » Donc ça, c'est un peu le côté principe supérieur, le fait de se dire, en fait, si on a des lois qui nous semblent injustes, selon des principes supérieurs, donc qui seront à définir à un moment, voilà. Est-ce que c'est normal d'y obéir? Et lui, il va aussi plus loin sur le côté, quand une fois en prison, il dit « Dans un gouvernement qui emprisonne un seul être injustement, la place du juste est en prison. » Bon, ça, on pourra se questionner là-dessus, mais voilà, un peu pour donner les éléments de Thoreau. Et ces idées-là, elles s'appuient sur quelque chose que Étienne de la Boétie, 300 ans plus tôt, qui est un jeune étudiant, va décrire dans un document qui s'appelle « Le discours de la servitude volontaire », et dans lequel il va expliquer en fait que le pouvoir de l'État, de l'État quelle que soit sa forme, mais le fait que le pouvoir soit dans quelques mains réside aussi dans le fait que le peuple accepte l'autorité et accepte les lois qui sont définies par cet État. Et à partir du moment où le peuple ne les accepte plus, en fait, c'est une grande partie du pouvoir qui s'effondre et qui peut permettre du coup de faire avancer des choses. Dans l'histoire, on le voit notamment sur un cas particulier qui est très connu, qui est celui de l'Inde avec Gandhi, où Gandhi va organiser la désobéissance civile pour lutter contre l'impérialisme anglais. Donc à l'époque, l'Inde est colonisée par une des colonies anglaises, et ces colons anglais vont mettre des taxes sur notamment un produit important à cette période, le sel, parce que le sel à cette époque, en dehors de saler ses plats, c'est aussi une manière de conserver les aliments. Et donc, ils vont priver les Indiens d'avoir accès à cette ressource-là sans payer, là où l'Inde est très pauvre à ce moment. Et Gandhi, en fait, lui, ce qu'il décide, c'est d'organiser une grande marche, la marche du sel, qui va amener plus de 10 000 personnes sur les rives de l'Inde pour aller collecter le sel manuellement soi-même, ce qui est interdit à l'époque, en fait, puisque normalement, il faut payer une taxe dessus. Mais Gandhi organise cette désobéissance civile de masse qui va faire que, il y a beaucoup d'Indiens, il y a plus de 10 000 Indiens qui finiront en prison pendant une petite période, mais qui va faire naître chez les Indiens aussi une petite graine de désobéissance et ils vont se rendre compte de l'injustice qui est liée à cette loi-là. Les Anglais seront obligés de reculer un peu sur cette loi et d'autoriser les personnes qui habitent au bord de la mer de pouvoir prélever eux-mêmes le sel et de le distribuer un peu autour d'eux en essayant de limiter ça. Mais ça aura été un premier germe qui va amener à la délégitimation, on va dire, du pouvoir des colons anglais, et qui amènera à l'indépendance de l'Inde en 1947 via initialement simplement une marche pour aller chercher du sel de manière désobéissante. Un autre exemple qui est marquant dans l'histoire,
c'est Luther King, le pasteur Martin Luther King, donc qui lui lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis pendant les années 50 et 60. Donc la ségrégation raciale, rapidement, hein, c'est le fait que les Noirs et les Blancs n'ont pas les mêmes droits et sont notamment ségrégés, séparés dans certains lieux. Un exemple, dans cette campagne-là, il y a l'exemple du bus avec Rosa Parks. Donc Rosa Parks qui fait de la désobéissance civile, refuse de laisser sa place à un homme blanc qui lui demande alors que les règles voudraient qu'elle le fasse. Cet acte de désobéissance civile va causer des problèmes à Rosa Parks, mais va entraîner sous l'injustice des boycotts des bus de la compagnie et les hommes et les femmes noires qui utilisaient beaucoup ces bus pour aller travailler vont se mettre à les boycotter pendant une certaine période, ce qui est aussi un contributif, on va dire, à la stratégie de la désobéissance civile, le boycott. Et donc, ils vont ne pas prendre ces bus pendant plusieurs mois. Et en fait, la société de bus va connaître des difficultés financières à cause de ça et va faire évoluer ses règles dans les bus. Un autre exemple que je vais essayer de vous montrer. Normalement, je peux vous montrer via Big Blue Button. Voilà, je ne sais pas si vous voyez du coup cette photo que j'ai uploadée sur Big Blue Button. C'est une des images assez fortes de cette période et du mouvement des droits civils qui luttent contre la ségrégation. Et on l'utilise en formation. Donc, ce qui se passe là sur cette photo, on demande souvent aux gens de nous décrire ce qui se passe. Donc, moi, je vais le faire, mais on voit 3 personnes qui sont assises dans un bar, dont une personne noire, et qui ont l'air de se faire chahuter par les personnes qui sont derrière et qui ont l'air de s'amuser. Et ce qu'on demande ensuite aux gens, c'est de nous dire comment ils se sentent en voyant cette photo. Et souvent, les gens ne se sentent pas très à l'aise et se disent en fait, c'est pas normal, c'est bizarre ce qui se passe. Et la troisième question qu'on pose, c'est en fait, qui est dans son droit à ce moment-là, d'après vous? Et en fait, la réponse, c'est les personnes qui sont en train d'humilier les 3 personnes assises, qui sont dans leur droit, car les personnes assises, en fait, sont en train de transgresser la loi ségrégationniste qui veut que les Noirs n'aient pas le droit de rentrer dans certains lieux. Alors que... Ah ouais, pardon, il y a des gens peut-être qui ne voient pas l'écran. Oui. Ah, oh là, mince. Non, Alors, on la pour voit. On la voit, On la voit. Il faut cliquer sur l'écran en bas à droite. Ouais. ouais, à côté de la petite main, À côté de il y la a un mage. écran. Oui, vas-y. Ouais. Mais merci d'avoir indiqué, Olivier. Il y a un écran en bas à droite, il y a un petit écran à côté d'une main en bas à droite, normalement, Je qui l'ai permet de indiqué voir dans la photo. dans Bon, le mais pad. c'est pas très grave si vous voyez pas la photo, mais c'est juste, ça aide à illustrer mon propos. C'est juste pour dire, et je vais après rapidement terminer et passer la parole à Raquel, mais c'est juste pour dire qu'en fait, cette photo, elle met en avant le fait que chez nous, à l'intérieur de nous, en fait, il y a des choses qui nous semblent légitimes. Le fait de s'asseoir dans un bar, là, ça nous semble normal. Pour autant, légalement, à cette période-là, la loi, elle, défend de faire ça et interdit de faire ça. Et c'est tout le dilemme que doit venir poser la désobéissance civile, c'est par rapport à ce qui est légal, qu'est-ce qui est légitime, en fait. Et donc dans ce cas-là, en fait, est-ce que c'est légitime pour Rosa Parks de s'asseoir dans un bus? Est-ce que c'est légitime pour ces personnes de s'asseoir au comptoir d'un bar par rapport à ce qui est légal pour pouvoir faire évoluer les règles qui sont en vigueur? Un autre exemple là-dessus, qui est assez marquant et qui est un peu plus proche de nous et qui est en France, c'est l'autorisation de l'IVG en France, ou donc de l'avortement, qui a été interdit jusqu'en 1975, mais où en fait, à force que la justice, il y a des personnes qui ont assumé le fait de s'être fait avorter, mais parce qu'elles avaient en fait des raisons médicales de le faire, des raisons du coup suffisantes aux yeux de la justice, et la justice, à force de donner raison à ces personnes qui s'étaient fait avorter contre la loi, a créé en fait un précédent qui a fait que en 75 la loi Veil peut passer parce que en fait légalement c'est déjà il y a déjà eu tellement de personnes qui ont été acquittées, on va dire, suite à un avortement, que c'est normal et c'est légitime en fait
de pouvoir se faire avorter, donc la loi évolue. Et c'est vraiment un des objectifs de la désobéissance civile, c'est faire évoluer les lois injustes. Et très rapidement, juste pour vous donner un autre prisme de lecture de la désobéissance civile, c'est le fait qu'aujourd'hui, la désobéissance civile, dans les exemples que je vous ai donnés, il y a différentes actions, mais il y a de la désobéissance civile directe, où on s'attaque directement à ce qu'on dénonce. Par exemple, dans les exemples récents qu'on a, il y a les faucheurs d'OGM, que vous connaissez tous et toutes, j'imagine, mais qui dénoncent le fait qu'il y ait des OGM en France et qui, pour le dénoncer, vont enfreindre la loi et aller faucher des OGM directement. Ou juste à côté de nous en Allemagne, Ende Gelände, qui a une action de désobéissance civile de masse, où des milliers d'activistes, tous les ans, vont bloquer des mines de charbon pour dénoncer la production de charbon en Allemagne et la pollution qu'elle engendre. Ça, c'est des actions de désobéissance civile directe. Mais on a aussi des actions qui sont maintenant aussi plus symboliques, parce que quand on dénonce des choses qui sont moins concrètes, et on va en parler avec Raquel et le changement climatique, en fait, on est obligé de s'attaquer à des symboles, et notamment, on l'a vu là très récemment, on en parlait juste en début, les tableaux de peinture qui sont visés, qui n'ont aucun rapport avec le dérèglement climatique, mais qui permettent symboliquement d'attirer l'attention et de pouvoir dénoncer ce qu'on souhaite dénoncer dans nos actions de désobéissance civile. Et donc, ces 10 dernières années, on va dire, il y a quand même un mouvement de désobéissance civile qui s'est amplifié avec l'arrivée d'Extinction Rebellion, Greenpeace, qui le fait depuis déjà longtemps, mais qui est toujours présent, et des plus récents, la dernière génération, ou leur traduction en Allemagne, en Angleterre, et dernière rénovation en France, qui sont intervenus à Roland-Garros et sur le Tour de France via des actions symboliques pour dénoncer tout ça. Et nous, Alternativa ANV, on fait partie de ce mouvement, et je vais laisser Raquel vous en parler du coup. Super, merci beaucoup Florent. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer. Ok, super. Très bien. Du coup, Florent, il a déjà expliqué beaucoup de choses. Alors, pour Alternativa et ANV COP21, du coup, Action non violente COP21, on n'a rien inventé de nouveau. On a tout ce qu'on fait, ça a déjà été fait, prouvé, etc. Donc, nous, on fait ce qu'on considère qui fonctionne et on considère qui est approprié par rapport à nos buts, par rapport à la situation. Alors, Alternativa, je vous fais rapidement l'historique. C'est un mouvement du coup citoyen qui est né en 2013 au Pays Basque. D'abord, avec le but de mettre en avant des alternatives qui existent déjà et qui permettent du coup la transition vers une société qui respecte la justice climatique et la justice sociale, en disant voilà, les alternatives au système actuel qui est pollueur, qui est destructeur, qui est injuste, elles existent et elles sont déjà à la portée de main. Cela a commencé comme ça. En 2015, du coup, après la COP21 qui a eu lieu à Paris et après la signature du fameux accord de Paris, qui était certes une grosse avancée, mais clairement insuffisante, et puisqu'il n'était pas contraignant, et puisque même en respectant les objectifs de cet accord, on arrivait à un réchauffement climatique de plus de 3 degrés au niveau mondial, ce qui était beaucoup trop, alors que le GIEC, il disait qu'il fallait clairement rester en dessous de la barre de 1,5 degré pour pouvoir garantir que malgré les conséquences lourdes que le changement climatique va de toute façon impliquer, on reste dans un monde qui est vivable, on puisse assurer un peu la stabilité, disons, mondiale et la stabilité des sociétés. À ce moment-là, il nous a paru assez évident que seulement montrer les alternatives, ça ne suffit pas. Quand ces alternatives-là, elles restent minoritaires, elles sont beaucoup moins puissantes que les systèmes que l'on veut changer. À ce moment-là, c'est quand on a lancé du coup la deuxième jambe de notre mouvement, qui est la jambe de la résistance et de la désobéissance civile, donc ANV. Nous, on fonctionne comme ça. On dit qu'on peut pas concentrer tous nos efforts tout simplement à essayer de construire des alternatives s'il n'y a pas la place pour que ces alternatives-là se développent et deviennent la norme, mais qu'il faut également s'attaquer et s'opposer à tout projet, à tout acteur qui justement agit contre ses intérêts, l'intérêt général au final.
Voilà pour ça. Ensuite, pour nous, pour notre fonctionnement, pour notre rapport à la désobéissance civile. Comme notre nom l'indique, nous, on est un mouvement qui a adopté la stratégie de la non-violence. Pour nous, la non-violence, c'est pas du tout un synonyme de pacifisme. Pourquoi? Parce que le pacifisme, il évite, son but, c'est d'éviter qu'il y ait un conflit. La non-violence, elle évite pas le conflit, elle pose un conflit, tout comme une stratégie violente. Seulement, elle le fait pas dans le même cadre, elle le fait, bah, du coup, de manière non violente. Et nous, on n'attaque pas, on s'attaque pas à des personnes, on s'attaque à des adversaires. On ne dit pas qu'on a des ennemis, on dit qu'on a des adversaires. Et on s'attaque à un système que l'on veut transformer. Donc, pour nous, très concrètement, la non-violence dans notre cadre d'action sur le terrain, ça s'est traduit par des actions à visage découvert et en assumant notre identité. Pourquoi? Parce qu'on veut bien montrer qu'on est des citoyennes et des citoyens lambda. Ça pourrait être nous, ça pourrait être notre voisin, notre boucher, notre banquier. On assume nos actes et on montre bien qu'on est des personnes on n'est pas des antisystèmes anonymes, on est des personnes qui font partie de la société et qui veulent justement la rendre meilleure. Bien entendu, la non-violence pour nous implique pas d'agression physique, pas d'agression psychologique, donc ça veut dire pas d'agression verbale, pas d'agression à travers nos gestes, etc. Et pas de dégradation matérielle, pardon, qui n'ait pas été décidée collectivement à l'avance. Mais par contre, la dégradation matérielle peut être possible. Voilà. Et pour nous, ce qui est la clé pour toute action, que ce soit, comme disait Florent, une action directe ou une action symbolique, c'est surtout que ces actions-là posent un dilemme à l'adversaire, en lui laissant toujours une porte de sortie. Puisque le but, ce n'est pas d'écraser l'autre, le but, c'est vraiment de faire changer les choses, quoi. Disons que ce qui est de se battre contre des cas concrets ou pas. Bon, disons que pour nous, ANV, les changements climatiques, c'est quelque chose de très concret, mais qui longtemps a semblé très abstrait, du fait que ça avait l'air lointain, on savait pas trop. On a l'impression que ça n'existe pas trop, alors qu'en vrai, c'est quelque chose de très concret et très urgent et qui là devient de plus en plus tangible, quoi. Enfin, je ne fais pas les topos de l'été qu'on vient de passer et ceux qui nous attendent, quoi. Nous, on se bat pour la justice climatique et pour la justice sociale. Donc, ça veut dire que on est dans une course contre la montre, puisque de toute façon, la transformation de la société, elle est inévitable face aux catastrophes qui sont de plus en plus présentes. Mais surtout, si on veut garantir la justice sociale dans cette adaptation, en fait, on a peu de temps et il faut agir dès maintenant. Et il faut forcer des gros changements structurels. Donc, c'est pour ça que nous, on a recours à la désobéissance civile. Pour nous, la désobéissance civile est un outil et c'est pas un but en soi. La désobéissance civile, pour nous, c'est vraiment quelque chose auquel on a recours quand tous les autres moyens, les dialogues, les voies juridiques sont bloqués ou sont épuisés et qu'on a besoin de faire changer les choses, de faire évoluer les choses de manière très rapide et très concrète, là où le système n'est pas en capacité de suivre, soit parce qu'il est trop lent, soit parce que, comme on le voit, il est influencé du coup par des lobbies, par d'autres trucs. Voilà jusque-là. Alors nous, du coup, on a mené plusieurs campagnes, etc. Mais je veux peut-être en citer deux qui sont particulièrement, qui sont un peu parlantes. Une, ça va être la campagne des fâcheurs de chaises contre la BNP en 2016. Je ne sais pas si cela vous parle. Et une autre va être la campagne des décrocheurs de portraits présidentiels dans les mairies, qui a commencé en 2009. Alors, pourquoi ces deux campagnes-là? Parce que elles ont obtenu des résultats assez intéressants. Pour les fâcheurs de chaises, en 2016, il s'agissait justement de s'attaquer à la banque BNP qui pratique de l'évasion fiscale, excusez-moi, et dans le but de dire, voilà la quantité des milliards
qui part dans l'évasion fiscale, alors que c'est un argent déjà qui devrait être rendu à l'État et qui pourrait servir justement à la transition écologique et sociale que le GIEC demande, que l'accord de Paris préconise. Donc là, pour le coup, on s'est attaqué à quelque chose de très concret, mais on a choisi de le faire d'une manière symbolique. Pourquoi? Parce que le but, c'est justement d'éveiller les consciences, donc d'interpeller sur une situation qui est absurde et, comme on a dit tout à l'heure, de poser un dilemme à l'adversaire. Donc là, la campagne a consisté à aller dans les différentes agences de la BNP un peu partout en France et du coup de réquisitionner les chaises qui étaient dans les agences en disant du coup nous on vous prend les chaises, vous prenez l'argent, nous on vous prend les chaises et on vous rendra les chaises quand vous aurez rendu l'argent. Les jeux dans tout ça, c'est que forcément on met l'adversaire dans un gros dilemme. Si la banque ne porte pas plainte, si elle ne réagit pas, alors ça veut dire que quelque part elle reconnaît sa culpabilité. Et si elle porte plainte, ce qu'elle a fait, contre des personnes, si elle engage des poursuites en justice, alors c'est ridicule en fait. On est en train de, même si on comparait tout l'argent qui représente toute cette réquisition de chaises, ça n'a rien à voir avec la quantité des milliards qui partent dans l'évasion fiscale. Donc voilà, eux-mêmes, ils se mettent en ridicule. Donc ils ont quand même engagé des poursuites contre quelques de nos militants et jusqu'à ce qu'il y en a un de nos militants qui a été poursuivi, qui est passé en procès du coup à Dax en 2016. Donc, nous, bien entendu, on en a fait un procès politique. Du coup, ce qui a à faire, j'essaie d'accélérer un peu. Du coup, ce qui est arrivé, c'est que la banque finalement, elle s'est progressivement rétractée. Finalement, d'abord, elle a demandé une compensation monétaire. Ensuite, elle a demandé un euro symbolique. Elle n'est même pas venue au procès. Et les militants, il a été du coup acquitté. Donc ça représente quand même que toute cette campagne-là a fait évoluer les consciences et même ça s'est traduit en justice. Pour les portraits, pour la campagne de portraits, ça consistait tout simplement ensuite à la réponse du gouvernement à la pétition de notre affaire à tous, de dire on ne changera pas le cap. Ça consistait à dire du coup vous ne changez pas le cap, du coup nous si vous décrochez de vos obligations, nous on vous décroche des mairies. Là, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de militants en garde à vue, on a eu beaucoup de procès et dont certains qui sont arrivés jusqu'à la Cour de cassation. Il y a la Cour de cassation qui a du coup cassé une condamnation au nom de la liberté d'expression et on a eu également des militants qui ont été relaxés en première instance au nom de l'état de nécessité. C'est-à-dire que même les juges, ils reconnaissent que les citoyens et citoyennes ont le droit à avoir recours à la désobéissance civile non violente pour justement exercer le dialogue démocratique. Donc ça a été extrêmement. Donc on voit bien que ce genre d'action, elle permet de faire évoluer les consciences. J'ai dit tout à l'heure, et pour les cas de Poitiers, justement, pour essayer d'un peu conclure là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que le collectif Alternativa ANV de Poitiers a organisé une formation justement qui pose nos principes, qui pose notre cadre et qui apprend qu'est-ce que c'est que la désobéissance civile non violente et comment se comporter en action. Disons. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a utilisé une loi abusive contre la société civile, puisque nous, on est des citoyennes et des citoyens. On n'est pas une entreprise, on n'est pas Total. Donc là, on voit quand même les dangers et des dérives de certaines lois autoritaires qui soi-disant, doivent servir au service aux principes républicains, mais qui, en vrai, on voit bien que ça lutte contre eux. Puisque nous, quand on agit beaucoup plus pour justement la République. Pour les principes républicains, pardon. Notre rôle en démocratie, pour nous, il ne se résume pas à juste aller voter tous les 5 ans. On doit construire en tant que citoyennes et des citoyens la société que l'on veut. Et pour nous, ça, c'est vraiment un devoir citoyen. Enfin, ça doit rentrer dans la responsabilité de chacun et de chacune. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette société, il y a des acteurs qui sont puissants. Il y a des lobbies qui, eux, ils ont des gros moyens et qu'ils n'hésitent pas à utiliser pour leur intérêt, notamment les intérêts économiques.
Alors pour nous, les citoyens et les citoyennes doivent être là justement pour défendre l'intérêt général, donc l'intérêt de la société, l'intérêt de tout le monde, le bien du plus grand monde. Voilà pour moi. Je sais pas, je pense que je vais conclure ici. Et maintenant, je sais pas si vous avez des questions, des compléments, etc. Bah, on est là pour réagir. Merci beaucoup, Florent et Raquel. C'était super intéressant et riche. Donc maintenant, si quelqu'un veut réagir, poser une question, intervenir, vous pouvez lever la main là sur le côté. Il y a une petite icône avec la main et je prends les